doit être raffiné, puisque ce qu'a dit Cyril Synthèse il y a quelques instants, l'intérêt c'est justement après de se plonger dans le sujet et de faire un diagnostic, et c'est le diagnostic qui va être instructif. Donc ça, sur le projet de l'ouvrage, je l'ai parfaitement compris. Simplement, je voulais partager avec vous que moi, à la suite de cette lecture, j'ai eu quand même un sentiment que j'avais quelques nouveaux ajustements à faire, et puis j'avais aussi quelques pistes de réflexion. Sur les ajustements, eh bien, en lisant cette notion de posture normative, je me dis qu'il faut réussir à l'articuler avec d'autres notions qu'on connaissait, qu'on utilisait plus nous les juristes. C'est les notions d'interprétation, d'application et les pratiques, dont je n'ai jamais douté qu'elles étaient créatrices, mais maintenant il va falloir trouver leur champ d'application avec la notion de posture normative. Et puis sur la notion même de norme, là je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai toujours une conception assez ouverte de la norme, et même en tant que juriste, je crois que j'ai fait preuve d'ouverture. Simplement, là je me dis, en lisant certaines contributions, que je trouve des normes là où j'en aurais pas trouvé spontanément. Et je me demande si finalement il faut qu'on discute de la question du pan normatif. On en a parlé hier soir, puisque le doyen Carbonnier nous avait dit de ne pas sombrer dans le pan juridisme, et je me demandais si on pouvait faire le même constat du pan normatif ou peut-être pas du tout. C'est vraiment une question que je pose de manière très ouverte. S'agissant des réflexions que m'ont inspiré les textes, eh bien, je me suis dit, est-ce qu'un juriste au XXIe siècle, mais même avant, peut faire l'économie de toutes les autres sciences, de toutes les disciplines? Et en lisant vos travaux, je me suis dit, mais ce rhizome qui m'a fascinée, je me suis demandé, Cyril, c'est pas pour ceux qui n'ont pas participé aux ateliers préparatoires, je me suis demandé comment vous aviez trouvé le dégradé, le vocabulaire, et si des psychologues s'en étaient mêlés. Donc ça, c'est un point, moi, qui m'intéressera peut-être au niveau des échanges. Et puis, il y a un point sur lequel, en vous lisant, j'ai quelques hésitations sur la position qu'il faut avoir. C'est que la posture, et l'image que tu nous as montrée au début, montrait une posture très dynamique, mais il y a aussi de l'attentisme dans les postures. Donc je me suis posé un petit peu la question de la dynamique de la posture. Enfin, il y a quelque chose qui, pour moi, doit être encore retravaillé pour que je comprenne bien le concept. Ensuite, j'ai pensé, en vous lisant, que ça nous posait une nouvelle question, cet ouvrage, c'est nos méthodologies dans les sciences humaines et sociales, puisque sur quels matériaux faut-il travailler? Il y a toutes sortes de matériaux dans l'ouvrage. Est-ce qu'un jour, nous allons réussir à discuter de nos méthodes, à trouver des points communs? Est-ce que nous, les juristes, et moi, c'est un peu mon parti pris aujourd'hui, devons-nous trouver nos mêmes méthodes? Mais c'est quand même très difficile, parce qu'on sait que les méthodes n'ont pas la même réception dans chacune des disciplines. Et comment fait-on? Donc c'est quand même une invitation à toujours travailler sur nos méthodes, et puis la mesure de la posture normative, là c'est ce à quoi je pensais. Et puis là, il y a la question de l'importance du posteur. Alors c'est vrai que du porteur, pardon, puisque la première table ronde l'a bien montré. Le positionnement du porteur est essentiel, et alors là ça nous invite à nous plonger dans les lectures des politistes. Et bien sûr, là, moi, ça m'a fait penser immédiatement à l'ouvrage de Jacques Comaille avec le droit ressources, le droit armes et toutes ces questions. Donc voilà un petit peu ce que m'ont évoqué ces lectures, beaucoup de choses, et je vous remercie vraiment de m'avoir conviée. Alors j'ai pris la parole déjà quelques instants, mais je vais immédiatement jouer mon rôle, c'est-à-dire de présider la table ronde, pour donner la parole donc à 4 intervenants qui sont à côté de moi. Et je les citerai juste au fur et à mesure pour que vous ne les oubliez pas entre-temps. Donc on va commencer par l'intervention de Florent Giordano, qui est donc maître de conférence en sciences de gestion et qui va nous parler des ambiguïtés de la posture normative des directeurs d'hôpitaux face à la crise du Covid-19. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci donc Stéphane, merci Cyril, et puis merci aussi aux collègues qui ont présenté ce matin et qui vont présenter cet après-midi pour ce travail qui a duré 6 ans
et qui m'a suivi quand j'ai quitté l'université de Tours en étant jeune docteur, et qui m'a suivi jusqu'à Marseille dans mes valises, et puis maintenant jusqu'à Reims. Donc c'est un travail qui a été long, et je pense que cette longueur, cette lenteur a été nécessaire pour appréhender cet objet interdisciplinaire, et sans ce temps long, ça n'aurait pas été aussi fructueux et aussi riche, même si c'est pas forcément à moi de porter ce jugement sur le résultat de ce travail. En tout cas, c'est un travail qui n'était pas simple, et cette interdisciplinarité n'était pas simple pour un tout jeune docteur, et je ne pense pas qu'elle le soit encore aujourd'hui, mais j'espère que le travail que je présente aujourd'hui est représentatif de ces 6 ans de maturation. Donc l'objet du chapitre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de comprendre une situation de crise, et de voir comment le concept de posture normative va nous permettre d'appréhender ce concept de crise, et ce faisant, on va faire le pari ensemble qu'en étudiant cette situation de crise avec le concept de posture normative, on va aussi apprendre des choses sur les postures normatives. Au sujet de cette crise, je vais vous proposer qu'on se replonge avec bonheur dans une période pas si lointaine, qui est la période de la crise du Covid-19, une période joyeuse qui a ravi chacun d'entre nous, entre confinement, cours en ligne et toute autre chose, et attestation pour sortir simplement au-delà d'un kilomètre. Alors cette crise, on ne va pas l'aborder du point de vue du citoyen et du confinement, ça je laisse Cyril le faire, mais d'un système de santé qui est en crise, lui aussi, et qui l'était à cette époque-là. Alors le système de santé était en crise bien avant le Covid-19, hein, souvenez-vous du SOS qui avait été affiché sur le mur du CHU de Caen en 2019, ou souvenez-vous de cet échange en 2018 à Rouen, où le président de la République de l'époque avait assuré une infirmière qu'il n'y avait pas d'argent magique pour résoudre les problèmes de l'hôpital. Une crise qui est, ma foi, qui fait l'objet d'une attention tout particulière de la part des pouvoirs publics, qui a mis en place un système qui s'appelle depuis 2012 Copermo, Comité interministériel de performance et de modernisation, c'est le repas, de l'offre de soins hospitaliers, qui est un programme de réduction des coûts et d'aide au retour à l'équilibre pour les pour les hôpitaux en difficulté. C'est donc un plan qui est porté par des administratifs et qui s'oppose aux soignants, et on voit bien deux logiques qui s'affrontent, et qui s'affrontent depuis longtemps au sein du monde de la santé. La logique finalement financière, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût, c'est un truisme qu'on entend de manière régulière et qui matérialise bien cette opposition entre les deux. Et finalement, jusqu'à cette crise du Covid, eh bien, on pourrait penser que ce sont les financiers qui ont gagné. Alors qu'en fait, à l'horizon de 2020, à l'occasion d'une petite grippette, il se peut qu'on remette en cause un certain nombre de ces assertions. En effet, on fait face à des milliers de morts, à des hôpitaux surchargés et à des soignants en danger, hein, souvenez-vous, hein, des protections à base de sacs poubelles, mais qui heureusement étaient protégés par nos applaudissements tous les soirs à 20h, ce qui leur permettait d'affronter convenablement leur mission. Donc c'est une période de remise en cause qui se traduit aussi peut-être à bas bruit par le limogeage d'un DG ARS qui voulait appliquer Copermo pendant le Covid, pourquoi pas, sur l'ordre du ministère, et qui du coup, à la suite d'une bienheureuse fuite dans la presse, s'est retrouvé lâché par le dit ministère, qui lui a ensuite coupé la tête, et puis une tribune de presse spécialisée où les directeurs d'hôpitaux écrivent en chœur qu'il est stérile surtout d'opposer les médecins aux directeurs. De là, la question que je vais poser, qui est une question de recherche un peu plan-plan, mais après elle va prendre un peu d'ampleur, c'est comment le corps des directeurs d'hôpitaux a fait face à cette double crise. Une crise à la fois de sanitaire, qu'il ne faut pas oublier, et une crise de légitimité. Et pour comprendre ça, je vais mobiliser le concept de posture normative qui a été formalisé par Cyril, et qui nous dit que finalement une posture normative c'est trois choses, du moins c'est ce qu'il nous disait en 2020, on va voir qu'après ça change un peu. Un porteur, ici
le directeur ou la directrice d'hôpital, qui est donc un cadre au centre d'une relation dyadique entre l'employeur, le ministère de la Santé, et l'employé. On n'est pas loin ici d'une relation proche de la relation managériale, entre le cadre qui est matériellement du côté du travail, mais symboliquement du côté du capital et qui fait face à ces ambiguïtés. On a une dimension normative, puisque ce directeur d'hôpital doit porter la norme. Qu'est-ce que c'est qu'un bon travail? D'assurer la cohésion d'une organisation et d'un groupe qui est dans une logique de conflictualité, puisqu'il y a une fiction de l'entreprise qui avance dans la même direction, alors qu'en fait, on sait très bien qu'une entreprise, comme toute organisation, c'est un assemblement d'intérêts contraires, voire opposés. On n'a pas encore cité Marx aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire. Et enfin, il y a un rapport de construction, puisqu'il y a un rapport de performativité. Il faut que la norme soit efficace et que le travail soit effectué. Donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ainsi que la posture normative est un prérequis à la fonction de directeur, puisqu'il doit faire et porter cette posture. Et du coup, je vous propose qu'on observe cette situation. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette posture normative dans cette situation de crise? Alors pour ça, je vous propose qu'on observe les jeunes directeurs et les jeunes directrices d'hôpitaux. Ce sont des jeunes qui ont une trentaine d'années et qui se retrouvent parachutés à la suite d'un concours extrêmement sélectif à la tête d'hôpitaux. Ce sont des jeunes donc, qui sont plus disposés à être contestés. Va-t-on diriger un hôpital quand on a une trentaine d'années et qu'on a comme simple connaissance des connaissances administratives face à des soignants? Et là encore, on voit bien l'opposition entre soins et finances. Et puis, ce sont des jeunes qui sont plus exposés au discours dominant de la santé, celui de l'école qui les forme, l'école des hautes études en santé publique, qui est placée sous la tutelle du ministère de la Santé et qui les légitime. Plus précisément, il s'agit d'observer cette population au sein d'un exercice qui est singulier, qui est le mémoire de fin d'études. L'idée, c'est quoi? C'est de considérer que le travail scolaire, on peut l'envisager comme une discipline. Et là, je pense que ça parle assez bien à tous les collègues qui ont travaillé sur Foucault face à la norme. Et cette discipline a pour but d'hiérarchiser, de classer entre les bons et les mauvais selon leur capacité à dire le juste, comme tout exercice scolaire. À ceci près que cet exercice-là représente la quintessence, à mon avis, de l'exercice disciplinaire, car la parole est normalement libre, on choisit son sujet de mémoire, mais elle est encadrée. Elle est encadrée par la direction du mémoire, si tant est que celui-ci fasse son travail, mais il est aussi encadré par le fait qu'un mémoire, ça repose sur parfois 5 ans d'appropriation, d'acculturation à une discipline, à ce qu'on peut dire et à ce qu'on ne peut pas dire. Et surtout à ce qu'on doit dire. À l'EHESP, c'est un mémoire qui joue à fond ce jeu-là, puisque les étudiants sont incités à tirer des leçons de cas pratiques de leur stage, qui seront ensuite applicables aux autres, et par un jeu d'autocitation à renforcer leur corps. C'est-à-dire que contrairement aux mémoires universitaires que vous allez ou que vous êtes en train de rédiger, eh bien, la plupart des étudiants de l'EHESP se citent entre eux. Alors que ne faites jamais ça dans votre travail universitaire, il ne faut pas le faire. C'est le premier truc auquel vous allez penser, on vous dira de ne pas le faire, absolument pas. Plus précisément, j'ai décidé de travailler sur les mémoires de la promo 2019-2020, donc qui se retrouvent en stage pendant le Covid, qui ne bénéficient pas de protocole sur lequel s'appuyer, et qui doit ensuite inventer ces protocoles et ensuite en faire le sujet de leur mémoire. Donc sur les 85 étudiants de la mémoire qui ont travaillé qui ont travaillé dans cette promotion, j'ai étudié que 21 mémoires. Pourquoi? Parce que certains n'étaient pas mis en ligne et d'autres ne parlaient pas du Covid. Et ensuite, ces mémoires ont été étudiées avec un logiciel qui s'appelle Qualcoder, qui est un logiciel d'analyse qualitative sur lequel je pourrais revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur la capacité des directeurs à maintenir leur posture normative, ou du moins aux arguments mobilisés pour ce faire, puisque mine de rien c'est un dialogue à sens unique, puisque c'est même un monologue, puisque c'est la parole des directeurs qu'on entend. Alors on a plusieurs tactiques qui vont être utilisées. La première, c'est la transformation de la posture normative du directeur stratège à celui du manager de proximité. Certes, il y a des dysfonctionnements, certes, il y a des procédures qui sont inadaptées. On le reconnaît, mais en le reconnaissant, on se place
avec les salariés. On adopte une posture vraiment de manager de proximité face à tous ces dysfonctionnements. Ce qui peut paraître un peu étrange, puisqu'on est dans une critique du cadre administratif que le directeur est censé faire appliquer, mais en réalité pas tant que ça, puisque finalement cette posture-là est très compatible avec toute la doctrine du New Public Management, ou plus simplement celle du nouvel esprit du capitalisme, où on remet en cause toute la bureaucratisation, etc., et on s'affirme comme un espèce de manager fluide dans une logique complètement non hiérarchique. Ensuite, une autre tactique qui est utilisée par les directeurs d'hôpitaux, c'est de réaffirmer l'unité de l'établissement et de ses personnels face à la crise. Une négation du conflit inhérent aux organisations. Ainsi, on a un directeur d'hôpital qui parle de parenthèse du Covid, au sein duquel, évidemment, on ne parle plus de conflit entre nous deux. On va dépasser les conflits professionnels, ça c'est un autre verbatim. Alors, on peut s'interroger, nous lecteurs et nous analystes, vis-à-vis de cette posture-là, puisque finalement, on est, et je l'ai dit tout à l'heure, dans un mémoire face à un jury. Est-ce qu'on va se mettre en danger en admettant que effectivement on a été contesté et que mes pneus ont été crevés? Mes pneus ont été crevés, vraisemblablement pas. Néanmoins, ça reste une stratégie classique du patronat de dénier les conflits, sauf un qui, par candeur ou par honnêteté, vous choisirez, fait état d'une difficulté avec des syndicats qui affirment que l'organisation est la cause de la crise, mais heureusement, ils nous rappellent que la direction a su montrer le bon chemin. La troisième stratégie qu'on va utiliser, c'est celle de managérialiser les médecins. C'est-à-dire que les directeurs d'hôpitaux, dans leur mémoire, vont louer le dialogue fructueux en situation de crise entre médecins et directeurs dans cet objet qui est la cellule de crise. Et allons même plus loin et proposons carrément de former les médecins au management. Et là encore, on est dans la réactivation d'une idée ancienne qui date de 2005 avec la création des chefs de pôle, c'était de fabriquer des médecins managers qui sont responsables de gestion, et ce faisant, ça nous permet d'aligner le référentiel du soin, de la santé et de la vie avec celui du budget. Donc on responsabilise, et c'est très important, on responsabilise nos amis les médecins qui sont maintenant à la tête d'une unité et qui vont apprendre à manager. Bonsoir. Donc on aligne la posture normative des soignants sur les gestionnaires afin de diffuser cette posture normative. Là-dessus, on n'est pas très loin de la stratégie du choc de Naomi Klein, hein. On se sert de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, hop, le remède ne marche pas, c'est pas grave, on met une double dose, puis on va voir si ça marche, avec un succès, je vous laisserai juger. Néanmoins, et là c'est intéressant, on peut constater quelques doutes, et quand je dis quelques doutes, j'en ai un. Je vous cite le verbatim. La dégradation des collectifs est également liée aux évolutions du travail et aux techniques de management mises en œuvre. Selon Pascal Molinier, la dégradation de la qualité de vie au travail serait liée à une organisation du travail calquée sur des méthodes importées du milieu de l'entreprise. Polyvalence, mise en concurrence par l'attribution des moyens, sous-traitance. Alors, on notera l'astuce rhétorique du jeune directeur d'hôpital stagiaire qui s'abrite derrière Pascal Molinier, une petite référence parapluie, pour pouvoir justifier sa critique des règles qu'il est censé mettre en œuvre. Néanmoins, c'est intéressant, parce que malgré cette référence parapluie, il y a une critique en règle du NPM qui est transmis par le HESP, et quelque part, ce qu'on voit naître face à nous pendant cet instant, c'est une déviance face à la posture normative que les directeurs d'hôpitaux sont censés être appliqués. Et du coup, quelque part, un alignement de la position du directeur d'hôpital sur les salariés et sur les soignants. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit cas? Tout d'abord que la posture normative du corps des directeurs d'hôpitaux n'est pas stabilisée durant cette crise. Il y a des divergences au sein du corps, ce qui représente peut-être un échec de la part de l'Institut de formation. Une divergence qui, à mon avis, constitue une parenthèse, puisque très vite sont publiées, concomitamment avec la soutenance des mémoires, des publications et des guides officiels qui indiquent comment faire et ce qu'il fallait retenir. Donc il est probable que ce soit juste une météorite
et que ces mémoires soient maintenant mis au placard et qu'à la place, les étudiants et les futurs étudiants se mettent à citer finalement les guides officiels. Néanmoins, un autre élément qui nous paraît intéressant, c'est que si la norme ne change globalement pas, je veux dire, à part le dernier qui se mettait du point de vue des salariés, la plupart n'ont pas l'intention d'appeler à la révolution, les rapports, enfin, si la norme ne change pas, la posture, elle, peut changer. Et c'est ça qui est intéressant. Les rapports entre les deux, en situation de crise, peuvent aller soit de pair, on ne bouge pas la posture, on ne bouge pas la norme, soit se disjoindre. On va bouger la posture pour mieux régénérer et garder la norme. Donc c'est un concept qui nous apparaît assez fructueux pour analyser ces situations de crise. Alors, même si l'étude reste à ce stade embryonnaire, et l'étude de la posture normative insiste sur le caractère dynamique et sur l'interaction, la construction, ici, c'est pas vraiment le cas, en fait, parce qu'on a juste la parole des directeurs. Alors, on a la parole des directeurs, ils font parler les salariés, puisqu'ils rendent ils rendent compte de ce que disent et ce que pensent les salariés, du moins selon eux. Néanmoins, ça reste quand même une parole monodirectionnelle, même si parfois il y a des paroles échappées du texte avec des fautes d'orthographe qui vont avec, et du coup, je ne sais pas si le secrétaire ou la secrétaire de rédaction de l'ouvrage est parmi nous, mais en tout cas, je tiens à présenter mes excuses. Les typos, c'est les vrais directeurs d'hôpitaux. Et c'est d'ailleurs assez angoissant. On avait ici un conflit de normes entre de la recherche, restituer fidèlement ce que disent les gens, ou l'orthographe et la grammaire. J'ai choisi le premier. Dans la conclusion de l'ouvrage, la posture normative est définie comme un positionnement normateur d'un porteur face à une cible normative par lequel la normativité de celle-ci s'incarne. Ça correspond finalement assez bien avec ce que nous avons étudié, sachant qu'ici le porteur est aussi normé dans son attitude. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette situation. C'est que le directeur d'hôpital, il porte une posture normative, mais il est aussi normé dans cette situation qu'on observe à travers cet objet qui est le mémoire. Il doit porter une parole, et cette parole est évaluée, et en fonction de cette évaluation, il ira au CHU de Orléans ou au centre hospitalier de Bar-le-Duc, ces deux villes étant merveilleuses, mais il est probable que pour le directeur d'hôpital, s'il ne connaît pas Bar-le-Duc, il préférera Orléans. La définition insiste. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et qui va essayer de nous faire prolonger un petit peu ce que j'ai essayé de dire pendant le chapitre. La définition insiste sur l'incarnation, et ça c'est vraiment important, par lequel la normativité de celle-ci s'incarne. Je reprends la définition, et c'est un concept qui est particulièrement fructueux en sciences de gestion. Je remercie Stéphane de l'avoir rappelé, mais effectivement, je ne suis pas juriste, et c'est vrai qu'en sciences de gestion, on est souvent face à des choses qui sont désincarnées. On va parler de bonnes pratiques, on va parler de normes de gestion qu'on va voir dans des objets, des tableaux, des référentiels comme le ratio heures sur étudiant qui définit le nombre d'heures qu'on est censé construire sur une maquette. Alors que l'idée de posture normative, elle rappelle qu'il y a un porteur derrière ces normes et que celui-ci peut avoir plusieurs attitudes et pas seulement de répercuter. Il y a donc, grâce à ce concept, et c'est en ça qui nous encourage à le penser, une forme de responsabilisation, mais pas une responsabilisation qui déresponsabiliserait l'organisation, mais qui l'ancrerait dans un système social. Donc c'est pas seulement dans un transfert pur et simple, mais quand même une forme de responsabilisation. Et ce concept-là a vraiment un attrait pour nous en sciences de gestion parce que ça permet de révéler un certain nombre de tensions qu'on peut trouver dans les postures et dans les rôles des gestionnaires, et puis y compris d'ailleurs, ça peut être une vraie heuristique quand on enseigne à nos étudiants ce que doit être ou ce que peut être ou comment faire quand eux-mêmes vont se retrouver à gérer des affaires. Et c'est une question qui est finalement assez peu abordée dans la discipline, à part peut-être, et j'en terminerai là, par Hatchwell et Segrestin qui l'évoque dans un petit opuscule qui date de 2008, qui lui aussi est sorti après une crise, qui s'appelle « Refonder l'entreprise », et qui nous propose quelques jalons pour répondre à cette crise entrepreneuriale et managériale dont on a pu voir les conséquences, notamment avec le fait, par exemple, de vendre des produits financiers à des gens qui ne pouvaient pas les payer.
eux proposent carrément d'habiliter le manager, le dirigeant, pas uniquement par l'actionnaire qui le nomme, mais par l'ensemble du corps social que constitue l'entreprise. En contrepartie de cette habilitation qui le protège, les salariés sont considérés comme responsables et solidaires, y compris de manière financière, un peu comme dans le droit des avaries maritimes, des réussites et des échecs de l'entreprise. Donc tout ne repose pas sur l'actionnaire finalement qui prend les risques, sachant qu'évidemment si l'entreprise fonctionne mal, vous doutez bien que les risques sont partagés d'une manière ou d'une autre quand même. Alors cet ouvrage-là est certes une réflexion prospective, mais cette réflexion prospective a participé aux débats qui ont donné lieu à la loi Pacte, et ce qui illustre assez bien l'intérêt d'une discussion qui peut être incarnée entre droit, économie et gestion, qui est le nom de cette UFR, et qui est aussi le propos de ce colloque. Et je vous remercie. Florent de m'avoir simplifié la tâche puisque le temps est respecté à la seconde près. Merci pour toute la richesse déjà de ces développements et toutes les subtilités autour de la notion. Nous allons continuer avec Yann Mercier-Brunel, donc cette fois-ci qui va nous parler de la question des postures normatives des enseignants dans l'évaluation scolaire en France. Oui, bonjour. Donc, merci au professeur Fénière pour son introduction. Alors, je vais me lier à tout un tas de remerciements. Hein. Donc, évidemment, notre grand coordonnateur et son adjoint, Mathieu Robineau, pour l'organisation de ce colloque, mais j'ai des remerciements un peu spéciaux à faire, en ce sens que je participe à ce groupe de travail. Alors, d'abord, je vais remercier Karine Laurent-Bouteau aussi, qui m'avait parlé de ce groupe il y a très longtemps, et ça a vraiment éclairé ma réflexion, parce que un pan de mon habilitation à diriger des recherches s'appuie sur cette question de posture normative. Ça a vraiment ouvert un petit peu ma réflexion et ça l'a amené là-dessus. Et puis aussi un remerciement à Catherine Thibierge pour son magnifique ouvrage, la conclusion de son magnifique ouvrage sur la densification normative, qui vraiment, que je trouve lumineux et passionnant. Donc moi je vais vous présenter quelque chose sur l'évaluation scolaire et je me suis interrogé, je tournais ça un petit peu dans différents sens sur la question des normes à plusieurs titres. D'abord parce qu'on sait que dans le système de scolarité, il suffit d'avoir des enfants, hein, ou de ne pas être trop vieux et de se souvenir de comment on a été évalué, pour voir que cette question d'évaluation scolaire, elle a une pression très forte. Elle classe les élèves, elle les hiérarchise, elle les sélectionne, elle les récompense en fonction d'un certain nombre de normes qui sont appliquées et qui vont attribuer une valeur à ces élèves. Pénac disait hein, qu'à force d'avoir la deuxième note en latin, il était devenu un deuxième en latin. On sait, je ne vais pas vous refaire le coup de Parcoursup, de trouver mon master, hein, on baigne tous là-dedans. Donc on sait à quel point cette question de la notation scolaire et de l'évaluation scolaire peut avoir un impact extrêmement fort, voire violent, sur l'avenir des jeunes, sur la façon dont ils vont pouvoir se projeter. Et la recherche en éducation nous dit plusieurs choses. D'abord, elle rejoint sur l'idée que la note sur 20, le système métrique sur 20, vous le savez peut-être, la notation sur 20, c'est quand même très franco-français. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays dans le monde qui notent leurs élèves sur 20. C'est quelque chose qui est historique, qui a été quand même développé particulièrement par l'école polytechnique au début du 19e siècle. C'est quelque chose qui a été généralisé par une circulaire en 1890, hein, donc c'est pas récent, par un ministre de l'instruction publique, puisqu'à l'époque, ce n'était pas l'éducation nationale, qui trouvait qu'en mettant des notes sur 20, on avait un moyen pour arrêter de classer les élèves. Comme quoi, il n'avait pas vraiment, c'était pas quelqu'un qui avait vraiment le sens de l'histoire, mais en tout cas, il trouvait que plutôt que ranger les élèves par ordre décroissant, c'était mieux de leur mettre une note sur 20, parce que comme ça, on allait arrêter de les comparer. Donc, au départ, cette idée-là, elle a fait long feu, hein. Elle est empreinte d'une normativité forte, notamment le 10 sur 20 et le 20 sur 20. Combien de discussions dans les jurys? Bon, il ou elle a 9,90, est-ce qu'on lui met 10?
avec cette norme de 10, ça passe, 9,90, ça ne passe pas. Ou l'optimal, avec est-ce que j'ose mettre 20 ? Combien de professeurs de français ou de philosophie se sont refusés tout au long de leur carrière à mettre 20 sur 20 parce que, mon Dieu, 20, c'est quand même la perfection. Je me souviens de cette fameuse citation, 18 pour le meilleur élève, 19 pour moi et 20 pour Dieu. Donc, cette question-là est aussi très empreinte derrière un système pseudo-numérique, d'un système normatif. On sait bien que c'est pseudo-numérique. On ne peut pas dire qu'un élève qui a 14 sur 20 vaut 2 élèves qui ont 7. Donc on est vraiment dans une question extrêmement de normes, d'appréciation et d'interprétation. Cette évaluation normée, la recherche anglo-saxonne nous le dit depuis les années 80, que cette recherche de performance et de chiffrage de performance est une évaluation qui est délétère et qui laisse sur le carreau tout un ensemble d'élèves qui se découragent, se désinvestissent. Il n'y a qu'à encore regarder les résultats qui ont été faits sur PISA récemment, avec les tests qui sont faits, et on interroge les élèves de se rendre compte que, par exemple, est-ce que les filles s'autorisent à être bonnes en mathématiques ? Eh bien, beaucoup moins que les garçons, curieusement. 2024, enfin on pourrait, hein, voilà, je reviens sur ce matin, cette minorité que sont les femmes, qui m'a beaucoup fait rire. Donc cette idée que cette question de notes, elle trimballe avec elle un enjeu social et sociétal absolument fondamental. Je rappelle que la plupart des pays occidentaux, notamment en éloignant les filles des sciences, se privent d'une manne de ressources intellectuelles dans les métiers de l'informatique. Regardez la spécialité du baccalauréat, numérique et sciences de l'informatique, regardez combien vous avez de filles. Regardez sciences de l'ingénieur, combien vous avez de filles. Or, d'après ma connaissance sur la neurophysiologie, il n'y a pas de problème de neurones pour qu'une fille réussisse sur les sciences expérimentales. Donc c'est bien qu'il y a un élément social qui interroge. Donc derrière cette note-là, et là encore, un pléthore, je ne vais pas évidemment vous filer le nombre de recherches qui sont sur le sujet, et finalement des recherches notamment plus françaises, parce que la question de la posture normative, pour le coup, autant sur l'évaluation des performances, c'est très anglo-saxonne, autant cette question plus anthropologique est très, très française. Et on a au CNRS, on a des gens comme Pascal Huguet, entre autres, qui ont, ou Nicole Vuillot, qui ont mis en avant le fait que même les professeurs de mathématiques véhiculent des stéréotypes dans leur évaluation. Ce sont des femmes, elles sont professeurs de mathématiques, et pour autant, elles véhiculent des stéréotypes genrés lorsqu'elles évaluent les élèves en mathématiques. Évidemment, au détriment des jeunes filles. Je dis évidemment, socialement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Donc cette question des normes était quelque chose qui vraiment, et par le travail de ce groupe, m'a amené véritablement à m'interroger là-dessus, sur cette question des normes. Alors évidemment, 5 maîtres de la norme du côté des sciences de l'éducation, des noms qui ont déjà été cités, hein, je ne vais rien surprendre, ou surprendre personne, mais ce matin, par exemple, hein, sur Durkheim, avec cette idée de note qui finalement est au départ quelque chose qui pourrait être rationnel, mais qui en réalité ne l'est pas du tout, qui est profondément axiologique, qui va déterminer le bon grain, qui va séparer le bon grain de l'ivraie, hein, dans les notations, donc quelque chose d'entrée un peu rationnelle. Hein, et quand on interroge, moi j'interroge beaucoup, je fais beaucoup d'entretiens avec des enseignants, l'argument qui nous sort, c'est très rationnel. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il y a une objectivité de la note. Or, on a là encore 30 ans de recherche qui montrent qu'une copie que je corrige après une très bonne copie ou après une très mauvaise copie, je ne lui mets pas la même note. Et là, on a, je vous dis, des dizaines et des dizaines de travaux qui montrent que l'ordre des copies compte, que le niveau de la classe compte, les effets d'encre, si c'est une très bonne classe ou une très mauvaise. On a même des recherches qui nous montrent que, suivant ce qu'on dit à l'enseignant, si on prévient l'enseignant que c'est une très bonne classe ou une très mauvaise classe, il ne va pas évaluer de la même façon. Donc, on a cette idée que la note, elle a une dimension axiologique, elle sépare les bons élèves des mauvais élèves, on parle d'une bonne note, d'un bon élève. On a cette question, on a Weber qui a beaucoup travaillé sur le côté très pragmatique et rassurant de la note. Et effectivement, la note, elle est rassurante. Elle permet de jouer un rôle de tri social, très clairement. Et là encore, on ne va pas faire du Bourdieu dans le texte pour montrer la reproduction qu'il peut y avoir dans les notations et dans le fait que cette note joue un effet de tri social. Parce que si je parlais des filles et des sciences expérimentales, on retrouve la même chose chez les milieux populaires, où les jeunes des milieux populaires s'autorisent beaucoup moins
à être brillants dans les matières scientifiques parce qu'elles ont un fort potentiel académique et un fort potentiel symbolique, et donc ça devient, voilà, c'est quelque chose qui devient, oserais-je y arriver, hein, je parle là pour le coup de sociologues qui ont travaillé sur la triple autorisation, s'autoriser à être bon quand je viens d'un milieu populaire où on s'attend à ce que je ne le sois pas. Je citerai aussi Canguilhem, qui est intéressant, que je trouve intéressant dans la norme, c'est cette question d'équilibre, c'est-à-dire cette idée que le normal et le pathologique, chez Canguilhem, de la norme c'est ce qui est stable, ce qui va pouvoir perdurer. Si je enfreins la norme, je rentre dans une situation de déséquilibre qui va faire que je ne vais pas perdurer. Et je ne vous parlerai pas de certains auteurs pour lesquels je n'ai pas ni respect ni sympathie, mais qui nous diront que arrêter la note sur 20, c'est la déliquescence du système scolaire, et de toute façon on va dans le mur, si on arrête les notes sur 20, ça sera la fabrique du crétin, fermez les guillemets. Là aussi, Foucault, qui a été cité tout à l'heure, très inspirant sur cette question, je trouve, de normation et normalisation, cette idée du fait que finalement la récurrence va pouvoir gérer une norme qu'on va devoir ensuite appliquer de façon un peu sauvage, ce qui va amener finalement l'élève est là pour accepter ce qu'il vaut, c'est-à-dire que l'enseignant lui donne un verdict, et il a deux solutions. Soit il accepte qu'il est nul, soit, en cas de mauvaise note évidemment, soit il fait des efforts pour arrêter d'être nul. Et donc, avec, j'y reviendrai, ce système là aussi qui a été développé par des psychologues de normes d'internalité qui dit que si je suis nul, c'est ma faute. Là encore, je ne vous refais pas des Bourdieu, des Passeron et des autres sociologues. Je ne vous ferai pas cette offense. Et un chercheur que je trouve très intéressant sur la norme, c'est Goffman, qui va travailler sur la modération sociale. Et sur l'idée de dire que le groupe social va porter la norme, va valoriser celui qui la respecte, et va pointer du doigt celui qui ne la respecte pas. Et cette question-là, elle est très intéressante, là pour le coup, chez les enseignants. Pierre Merle a fait des recherches où il a montré, par exemple, des enseignants qui, avant le conseil de classe, baissaient leur moyenne, parce que la moyenne de classe était trop élevée, et que si en conseil de classe, il donnait une moyenne de la classe de 14, il ne faisait pas crédible. Un prof qui a une moyenne de classe de 14, c'est pas crédible, il surnote. Un prof, ça a une moyenne de classe entre 9 et 11. Alors, ce qui est absolument merveilleux, c'est que vous soyez à Bar-le-Duc ou que vous soyez à Henri IV, de toute façon, la moyenne doit être dans cet intervalle-là. Et vous arriverez à avoir deux profils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais à avoir des moyennes qui resteront dans cet intervalle-là, ce qui montre que je suis relativement exigeant comme enseignant, mais pas sadique. Donc on a tous ces signes de normes qui vont non seulement dicter des conduites d'enseignants, et je n'oserais pas devant des étudiants dire qu'à l'université malheureusement on n'en est pas exempt, mais pour le coup ces visions-là normatives, elles s'imposent, elles occupent une place très importante, et que cette posture normative, elle a des conséquences dramatiques potentiellement. C'est-à-dire que sur la société, sur la jeunesse, elle a des effets qui peuvent être extrêmement graves, et dont les enseignants qui, la plupart, pour le coup, ont des valeurs humanistes, sont parfois soumis à cette norme-là, à leur corps défendant. Parfois conscients, parfois pas conscients. C'est pour ça que je vais parler d'un sixième maître de la norme, oserais-je dire, Cyril Synthèse, dans la conclusion, parce que beaucoup de choses, alors évidemment, Cyril au nom du groupe, mais finalement, plusieurs choses dans la conclusion, plusieurs formulations de Cyril, et là on va quand même rendre à César ce qui appartient à César, ont un impact extrêmement intéressant. Je trouve qu'effectivement, on l'a dit plein de fois, la norme ne peut être séparée des porteurs, c'est vrai. Et dans le système scolaire, les porteurs sont nombreux. Les porteurs, c'est l'enseignant, certes, qui va mettre la note, mais pas que. C'est aussi ses collègues. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne surnote pas, est-ce qu'il ne sous-note pas, est-ce qu'il est crédible vis-à-vis de ses collègues? C'est aussi les élèves eux-mêmes qui, quand on mène des entretiens avec les élèves, eux-mêmes demandent à ce qu'on les note et qu'à ce qu'on ne soit pas trop lâche. En gros, l'élève, il veut bien avoir une bonne note à condition d'être le seul. C'est-à-dire que si toutes les notes sont bonnes, non, ça ne marche pas. Le but, c'est pas d'avoir une bonne note, le but, c'est d'être le meilleur, ou parmi les meilleurs. Les parents, évidemment, quand on a eu la réforme du collège et qu'on a mis l'évaluation par compétences au collège, on a tout un tas de parents qui se sont levés en disant « mais vous n'évaluez plus, vous ne mettez plus de notes ». Alors ce qui est très drôle, c'est que souvent, les premiers parents à râler, c'était les parents de bons élèves. Parce que quand votre enfant il a 18, vous voulez qu'on remette des notes. Quand il a 3,
La compétence, ça peut aller, hein, ça ne va pas poser de problème. Donc, en gros, on a d'abord les porteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes, voire qui servent des intérêts contraires à leur intérêt, dans le cas des parents et des élèves, mais qui sont victimes de cette norme. Et tout à l'heure, on parlait de comment définir la posture normative, et c'est vrai, est-ce qu'on est dans le pan normatif ? Moi, j'aurais tendance à dire, dans mon domaine, je ne m'en sortirai pas et je ne prétendrai pas en sortir, que finalement, je me demande si on ne peut pas parler de posture normative quand l'agir est contraire à son intérêt. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'on n'est pas en posture normative en dehors de cela, mais là, on a la preuve qu'on est dans une posture normative. Quand on agit contrairement à son intérêt, est-ce qu'on n'a pas un indicateur que là, pour le coup, il y a une posture normative ? Puisque ce n'est pas son intérêt qui nous fait agir. Donc c'est bien une autre force. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge dans la notation scolaire. La norme, elle est dynamique, ça a été dit encore. Elle vit, elle se reconfigure. À l'école, typiquement, on était d'un système de conformité, d'un système de conformité où finalement tous les élèves devaient se ressembler et faire comme on devait faire. La norme change à l'école. On est sur un système de l'inclusion scolaire. On est sur un système de l'individu. De plus en plus, il faut des aménagements pour l'individu. Chacun doit y trouver. Finalement, on est aussi dans une autre forme de posture normative. On a remplacé, on a une norme qui se substitue à une autre, mais on reste dans la norme. On reste aussi à l'école, il faut le dire, et tout à l'heure tu parlais du New Public Management, évidemment de la rentabilité. Il faut être très clair que les établissements scolaires sont notés sur les résultats aux évaluations nationales. Est-ce que j'ai monté ou est-ce que j'ai baissé ? Et donc avec des systèmes de bachotage, hein, le teaching to the test, où on va travailler pour le test. On a une magnifique recherche qui était menée dans le Texas, où les écoles avaient des budgets en fonction des résultats. Moralité, ils étaient préparés, et des chercheurs américains, les petits sournois, sont revenus 3 ans après pour voir ce qu'il restait du niveau de bachotage, et se sont rendus compte que, après avoir enfin pas cocorico, c'était le Texas, enfin youpi, on est le meilleur des 52 États. 3 ans après, les résultats étaient redevenus complètement normaux. C'est juste qu'on avait bachoté à mort, et que finalement, artificiellement, on avait élevé les performances. Bah oui, il y avait des budgets derrière, donc ça valait le coup pour le... On va pas leur jeter la pierre. Donc en gros, cette question de posture normative, elle est sans doute cruciale pour observer l'évaluation scolaire. Et derrière, j'ai la faiblesse de penser derrière la société. Parce que derrière l'évaluation scolaire, il y a la jeunesse de demain, et il y a la réussite ou l'échec de nos futurs jeunes. Donc pour revenir à l'idée des porteurs de normes et des contextes, puisque j'ai un peu aggloméré pour aller plus vite, phrase, hein, alors c'est pas synthèse 2014, quel idiot, synthèse 2024, pardon, page 245, hein, là. Donc, les porteurs ne sont pas dans une attitude passive vis-à-vis de la norme. Effectivement, ils la relaient, ils l'incarnent, parfois ils la pensent, ils sont rarement indifférents. C'est-à-dire que dans différentes recherches, j'ai interrogé, mené des entretiens auprès d'enseignants, ils sont rarement indifférents à la notation sur 20. Ils l'aiment, ils l'aiment pas, ils y adhèrent, ils n'y adhèrent pas. Je n'ai trouvé aucun enseignant qui me dit « je n'en pense rien ». Donc, ils ont un positionnement vis-à-vis. En fonction de leurs valeurs, peut-être aussi, c'était quelque chose que j'ai noté tout à l'heure, dans le domaine qui est le mien, entre le but et les moyens, se pose la question des valeurs dans la posture normative. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif, il y a les moyens que je mobilise, et il y a ce que je m'autorise et ce que je m'interdis. Et donc, il y a une espèce de troisième biais qui rentre, et j'ai trouvé ça un tout petit peu aussi dans la question du collectif du village. Je me disais, mais finalement, est-ce qu'à un moment, un village de gens qui se connaissent, qui s'entendent, il n'y a pas dans la protection du fait qu'on ne va pas appliquer la terreur stricto sensu, le fait qu'on partage quelque chose et qu'on n'est pas d'accord pour se dénoncer les uns les autres et pour se trahir les uns les autres. C'est une question, j'en sais rien, c'est pas mon domaine, mais cette question des valeurs, à mon avis, elle n'est pas inintéressante à faire intervenir. Et l'idée de posture en sciences de l'éducation, elle est dynamique, puisque nous, on a un ancrage cognitif, et donc pour nous, une posture, c'est aussi un schème intellectuel. C'est une façon d'interpréter le réel. C'est-à-dire que la posture, c'est pas simplement ce que je donne à voir, c'est aussi un filtre que j'ai à l'intérieur, et qui m'apporte une lecture du monde. Je ne lis pas le monde de la même façon suivant ma posture. La partie comportement, c'est celle qui se voit, qui s'observe, mais il y a une partie intérieure, et quand nous, on mène beaucoup d'entretiens, dans les entretiens, on voit les logiques qui sont derrière les logiques d'interprétation du réel. Ainsi, pour l'évaluation scolaire, derrière la logique, cette posture normative qui va amener l'enseignant à noter sur 20, on trouve des choses différentes. On va trouver des enseignants pour qui la note sur 20, c'est l'alpha et l'oméga, c'est un verdict absolu.
c'est quelque chose de vrai. C'est le veredictum, hein, le verdict dans le sens premier. Pour d'autres, c'est une mesure provisoire, la note. C'est un état transitoire. L'élève peut progresser, peut avancer. C'est une information qu'on lui donne. C'est éventuellement un stimulus qu'on lui donne. Pour d'autres encore, c'est un sujet de discussion. On va regarder le barème. Pourquoi tu as eu cette note-là? Comment tu aurais pu avoir plus de points? Donc, on voit bien que le rapport, la posture normative, il y a plusieurs postures normatives derrière un même instrument, une même norme instrument, dirait Catherine Thibierge. La norme, nous dit toujours Cyril Synthèse, là je ne me suis pas trompé sur la date, repose sur 3 ressorts, contextuels, juridiques, psychologiques. Donc vu le temps que j'ai, je vais aller très vite. Oui, juridique, alors nous on parle plutôt de réglementaire, hein, parce que tout n'est pas codé par des lois, on a 1 milliard de circulaires que le ministre nous pond régulièrement, donc bon, ça, hein, on est sur... voilà. Mais on a quelque chose qui est très trouble. Là, actuellement, il n'aura échappé à personne que les groupes de niveau préconisés par Gabriel Attal ont chamboulé et ont bouleversé les collèges. On a le socle commun, donc nous on appelle le socle commun, le S3C, c'est le socle commun de connaissances et de compétences de 2005, et le S4C, c'est le socle commun de connaissances, compétences et de culture de 2013. Donc bon, ça a évolué, mais la réforme du bac, en gros, vous avez une circulaire de l'inspection générale, enfin texte de l'inspection générale qui dit qu'il faut faire une évaluation formative pour aider les élèves à progresser, mais en même temps il faut mettre une note vraie. C'est quoi une note vraie? Une note vraie, c'est un verdict, alors c'est la progression, enfin bon bref. Donc on a quand même, et puis, hein, je parle pour tous les enseignants, pour tous les parents d'élèves, Pronote. Le bonheur de Pronote, d'aller chercher les notes de son enfant sur Pronote. Un moment d'une rare intensité. Donc les ressorts psychologiques, avec ce que je disais, cette norme d'internalité, c'est-à-dire je suis responsable de mon propre mal. Donc évidemment, c'est tout le contraire de Bourdieu, hein, c'est en gros de dire si je suis pas bon, c'est ma faute, et si j'ai une mauvaise note, c'est ma faute. Et d'ailleurs, il faut être clair, c'est aussi un message que véhiculent les enseignants. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, ils avaient mis l'évaluation par compétence, ce sont les enseignants qui ont demandé à remettre des notes dans le canton de Vaud, parce que quand ils mettaient des notes, les parents contestaient moins. Parce que derrière la note, il y avait si tu as cette note-là, c'est que tu la mérites. Donc, et puis des ressorts contextuels, j'y reviendrai, on travaille beaucoup, nous en sciences de l'éduc, sur l'évaluation située, et en moins de 1 minute. La question, je reviens de la stratégie. Oui, nous dit Cyril Synthèse, la posture normative peut être le résultat d'une stratégie, effectivement. La recherche en sciences de l'éducation nous dit la même chose, nous dit que l'enseignant développe une stratégie de rapport à la note, dans ce que Figari appelle un processus de référentialisation, c'est-à-dire la grille, le barème, le critère, il construit un rapport au critère. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un barème qu'il applique, c'est qu'il a derrière, il a conceptualisé l'évaluation, est-ce qu'elle est objective, subjective, ce que je disais, et il a construit une stratégie qui va l'amener à utiliser un barème d'une certaine façon. Et son rapport au barème est un rapport stratégique. Est-ce qu'il utilise son barème de notation? Comment il l'utilise? Et on voit que parmi les enseignants, les barèmes sont utilisés très différemment d'un enseignant à l'autre. C'est un petit peu cette idée de norme-instrument de Catherine Thibierge, en disant comment l'enseignant construit la stratégie de son barème. Là encore, à Genève, on a des entretiens avec des enseignants, ont montré comment ils utilisaient un barème qu'ils avaient eux-mêmes construit, eh bien, très différemment d'un enseignant à l'autre. Certains refont le barème pendant la correction, changent, vont attribuer. Oui, mais là, tout le monde a raté cette question à 2 points, je vais la mettre sur 1 point. Donc on voit toutes les stratégies qu'il va y avoir pour revenir à cette idée un peu de gaussienne, en disant il faut grosso modo que la moyenne de ma classe elle soit entre 9 et 11, quoi. Enfin, si elle n'y est pas, il y a un souci. Et je terminerai par dire que différents travaux de recherche s'intéressent à cette question d'évaluation scolaire, et notamment le contexte, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, avec une distinction qui a été posée par John Lave entre le contexte, l'aréna, cette partie du contexte qui s'impose à moi, et le côté setting, ce côté du contexte que je peux modifier, que je peux changer. Et dans mon HDR, un des gros apports, et je me souviens Cyril, c'était une discussion que nous avions eue, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que du côté de l'enseignement, il est intéressant peut-être de distinguer une posture normative d'une posture normatrice, parce que chez nous, et c'est en guise de conclusion, la question de la posture normative, elle est essentielle pour interroger le modèle de l'enseignement scolaire et comment on souhaite mobiliser des normes, mais la piste d'une posture normatrice, donc de normes que l'on peut créer, c'est la porte ouverte à l'idée de créer des normes avec ses élèves, et donc de faire en sorte que les élèves participent à la création
de normes qui vont servir à les évaluer. Parce que dans la création de ces normes, on s'approprie l'attendu et donc on participe à comprendre ce qu'on attend de nous. Parce que combien d'élèves ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux et sont en échec, d'étudiants, je suis désolé, mais aussi sont en échec parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'on attend d'eux. S'ils l'avaient compris, ils auraient, pour une partie d'entre eux, d'entre elles, été capables de le fournir. Mais il y a un implicite là-dedans, et un implicite dont une certaine posture normative de l'évaluation se nourrit. C'est-à-dire je reste maître de l'évaluation, puisque, comme c'est dans l'implicite, toi, élève, ne peux pas me contester. L'élève, il vient contester la note, pourquoi? Il vient contester quand la somme des points, ça fait 18 alors qu'il a eu 17, parce que ça, il sait compter, ou il vient contester quand il a eu la même réponse que son copain, et que lui a eu 1 alors que l'autre a eu 1,5. Et là, il vient contester. Mais hormis de là, quel élève vient contester une note? Et je terminerai par dire que ce pouvoir normateur et la norme, dans ce cas-là, pourrait être un outil, un objet d'émancipation de l'élève pour s'approprier ce qu'on attend de lui, éventuellement nourrir un regard critique sur ce qu'on attend de lui, éventuellement le contester en disant « je suis désolé, mais vous dites qu'un compte-rendu c'est ça, moi je ne suis pas d'accord ». Alors évidemment, peut-être pas chez l'élève de CP1, mais effectivement, chez un élève de lycée, on pourrait tout à fait avoir une contestation des notes. Et donc, l'idée d'une posture normatrice partagée pour l'évaluation scolaire pourrait vraiment être un outil extrêmement intéressant pour changer le rapport à la posture normative des enseignants et le rapport à la norme de l'évaluation scolaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Yann pour cette intervention et cette co-construction finalement qui finit par une co-construction par les élèves. Je vais donner la parole maintenant à Mathieu Robineau, donc, qui est professeur en droit privé, qui va nous parler des débats sur l'assurance des pertes d'exploitation dans le cadre de la crise sanitaire. Merci beaucoup Stéphane. Je voudrais d'abord dire, parce que c'est le moment, et tout à l'heure, ce ne sera plus le moment. Je voudrais d'abord dire tous mes remerciements, toute ma gratitude à Cyril, qui m'a associé à l'organisation de ce colloque et qui, en réalité, a tout fait. Donc, je crois qu'il est important de le dire et d'être honnête. Merci beaucoup, Cyril. Alors, évidemment, pour tout le travail et tout le parcours accompli, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Et je crois que tout le monde a envie de le prolonger en réalité. Donc je crois que ça, déjà rien que ça, c'est une réussite, au-delà de l'apport scientifique du travail. Et puis je redis aussi publiquement mes remerciements à Chantal Bay, qui a été très précieuse dans l'organisation matérielle du colloque. Alors, ma contribution à l'ouvrage, elle portait sur une question un peu technique. En effet, au moment de la crise sanitaire, des restaurateurs ont été obligés de fermer à la suite des différents arrêtés qui ont été pris, et s'est posé la question de savoir s'ils pouvaient mobiliser leur couverture perte d'exploitation. Alors qu'est-ce que c'est une assurance perte d'exploitation? Très rapidement, c'est souvent ce qu'on appelle l'assurance vie pour les entreprises. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que si jamais un événement prévu dans le contrat survient, eh bien l'assureur va intervenir pour prendre en charge les frais fixes de l'entreprise le temps qu'elle puisse retrouver son niveau d'activité initial ou celui qui aurait dû être le sien si le sinistre ne s'était pas produit. Donc ça permet de continuer de payer les salaires, les fournisseurs, etc., les charges fiscales, jusqu'à une reprise de l'activité. Alors donc des restaurateurs avaient souscrit une telle police, et généralement, ces polices se souscrivent en cas d'incendie. Enfin, en général, on exige un dommage matériel. Et puis, depuis quelques années, on a prévu aussi des extensions de garantie dans des hypothèses de fermeture administrative par arrêté préfectoral, par exemple, en cas d'épidémie, notamment. Enfin, en tout cas, c'est l'une des hypothèses qui était envisagée. Alors donc des assureurs, des restaurateurs ont cherché à mobiliser leur contrat, mais évidemment dans les contrats il y a toute une série de clauses, on le sait bien, c'est l'archétype de la police d'assurance, avec des conditions, des exclusions, et bien sûr les compagnies d'assurance en face, et en particulier la compagnie AXA qui avait le contrat le plus ambigu, ont opposé aux assurés des refus de garantie. Et donc il y a un contentieux qui est né, et un contentieux dont les enjeux économiques étaient considérables, et tout le monde s'en est un peu mêlé. L'assureur évidemment impliqué, ça va de soi,
les restaurateurs concernés au premier rang, et en utilisant d'ailleurs de la médiatisation, un passage au journal de 13h, de 20h, etc. La Fédération française des sociétés d'assurance, le gouvernement, la doctrine évidemment. Bref, de nombreuses personnes se sont exprimées en disant comment il fallait trancher le litige et sur quelles normes il fallait s'appuyer. Et donc, en regardant ce litige a priori très technique, il m'a semblé qu'il y avait là un révélateur assez puissant de posture normative. Donc, posture des restaurateurs, des assureurs, de la fédération, du gouvernement, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution aussi, des juges, de la doctrine, etc. Donc, mon idée ici, aujourd'hui, c'est pas évidemment d'exposer dans le détail toutes les postures des uns et des autres, mais ce que je voudrais, c'est, pour essayer de répondre au cahier des charges du colloque, c'est voir comment ma contribution éclaire, enfin, si on peut dire, le concept de posture normative, dans quelle mesure le concept tel qu'il a été dégagé par Cyril permet d'enrichir ma contribution, et puis quelles sont les pistes peut-être que le concept dégagé permet d'ouvrir dans les domaines qui sont les miens, et en particulier l'assurance d'abord, mais un peu la théorie, parce que Cyril m'y force en réalité. Alors, l'apport de ma contribution d'abord, l'apport de la conclusion, et puis les apports de demain peut-être. Bon, parler d'apport de ma contribution, c'est évidemment complètement immodeste. Ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que je crois que le texte confirme à la fois la justesse du concept et la pertinence du concept dégagé par Cyril. Alors, s'agissant de la justesse du concept, je crois que ma contribution donne un bon exemple ou une bonne illustration des éléments qui font la posture. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois un porteur, une cible normative, des ressorts. Et en travaillant sur un contentieux très spécifique, eh bien, on met en lumière la variété, les nuances de posture normative selon les moyens et les motivations des uns et des autres. Alors, pour être un peu plus précis peut-être quand même, j'avais identifié 2 cibles normatives dans mon travail. La première, c'était la norme contractuelle en tant que genre, à l'égard de laquelle il me semble qu'il y avait des postures très légitimistes, et puis des postures un peu plus transgressives. Alors dans le vocabulaire dégagé par Cyril, dans les schémas, c'est les postures d'acceptation et des postures de refus. Si on regarde quand même dans le détail, la plupart des postures, s'agissant du principe d'appliquer la norme contractuelle, c'était des postures d'acceptation, au minima des postures d'adhésion, et très souvent des postures d'amplification. On a vu une défense de la norme contractuelle présentée comme intangible, indérogeable, et voilà, il y a des discours très puissants en la matière. Alors même si, à la réflexion, je me demande si certaines de ces postures n'étaient pas des postures de soumission, et comme l'a dit, présenté justement Cyril, ces postures de soumission en réalité sont des postures de refus. Simplement, on fait semblant de se soumettre en n'en pensant pas moins en réalité. La seconde cible normative, c'est la clause d'exclusion, une clause particulière de la police, qui a fait l'objet des débats les plus pointus techniquement. Une clause sur laquelle, entre-temps, la Cour de cassation s'est prononcée en disant, à ma grande surprise, je dois le dire, que la clause était formelle et limitée, donc valable, donc applicable, ce qui fait que les assureurs s'en sont bien sortis et que les assurés en ont été pour leurs frais. Alors, l'argument de la Cour de cassation, à mon avis, c'est un tour de passe-passe qui donne la primauté aux arguments économiques sur les arguments juridiques, très, très clairement. Alors, quoi qu'il en soit, la pluralité des lectures et la véhémence de certains dans leurs propos ont offert un terrain fertile d'analyse des postures, parce que, en la matière, les moyens et les motivations des uns et des autres étaient vraiment transparents. Pas besoin de faire preuve de grande imagination pour comprendre quelles étaient les motivations des assureurs impliqués dans le litige et les motivations des assurés, ça va de soi. Mais pour le coup, il y avait vraiment un cas d'école assez
assez pratique à saisir. Alors, j'ajouterais là-dessus que certaines des postures d'acceptation de la loi contractuelle, ce qui était ma première cible, ont parfois alterné chez les porteurs avec des postures normatives de refus. C'est-à-dire une alternance où parfois on défendait avec beaucoup de force, beaucoup de conviction la norme contractuelle, et puis d'autres fois, à l'inverse, on appelait à écarter la norme contractuelle au profit d'une autre norme, et en particulier une norme de pérennité ou de sauvegarde ou de solvabilité des compagnies d'assurance. L'idée, au fond, c'était que, au regard de la crise, la norme contractuelle devait être écartée au profit d'une normativité autre, implicitement mais nécessairement supérieure, ce dont évidemment on peut douter, mais il y avait cette idée qu'en période de crise, finalement, la norme contractuelle qu'on défend si fortement, quand ça nous sert, quand ça nous arrange, eh bien parfois, on doit pouvoir l'écarter au profit d'une norme alternative bien plus favorable. Alors, ça montre quoi? Ça montre bien sûr, une fois de plus, la dimension stratégique qu'il y a dans les postures normatives. Ça montre que des postures normatives sont variables et peuvent varier extrêmement vite, évoluer extrêmement vite. Et finalement, ça montre aussi que si tous les moyens sont bons, eh bien, on peut opportunément changer de posture normative et on se rapproche de la figure de l'imposture normative qui a été un peu sous-jacente dans certaines interventions depuis ce matin. Alors, au-delà de ces débats sur l'assurance des pertes d'exploitation, je crois que ce qui est bien mis en évidence, et c'est Cyril qui a permis de le montrer, c'est qu'on ne peut pas se contenter du comportement, qu'on ne peut pas se contenter d'analyser le comportement, il faut effectivement aller en amont, démonter littéralement la posture normative, la disséquer, pour en voir les rouages, pour voir comment les moyens et les motivations s'organisent, comment les moyens jouent sur les motivations, les galvanisent ou les rendent plus modestes. On a bien vu que, en présence de postures d'apparence identiques, au regard des comportements qu'elles commandent, puisqu'en fait la manifestation de la posture, c'est le comportement qui est adopté, et puis c'est en creusant, en analysant ces comportements qu'on peut déceler les postures profondes qu'il y a derrière. Eh bien, on a bien vu qu'à comportement identique, il y a en réalité derrière des postures qui peuvent être extrêmement différentes, et je crois que c'est l'un des apports importants de la conclusion de Cyril. Alors, je pense aussi que ma petite contribution permet aussi de voir la pertinence du concept, au sens où j'ai travaillé sur un micro-contentieux. Alors évidemment, il y a des enjeux économiques, je l'ai dit, mais un micro-contentieux très technique, pour lequel les enjeux pour la société sont en réalité très modestes, et en tout cas sont incomparables avec les enjeux qui existent lorsqu'on discute sur des mesures privatives de liberté, comme on a pu les voir pour la crise du Covid. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si le concept il est utile pour analyser un contentieux bassement terre-à-terre, comme celui d'une clause d'une police d'assurance, à plus forte raison, il démontre son utilité, me semble-t-il, pour analyser des questions politiques au sens noble du terme, pour penser des questions dans lesquelles sont en cause des droits et libertés fondamentaux, des valeurs, la démocratie, etc. Alors, il me semble ainsi que la justesse du concept est confirmée par ma contribution. Encore faut-il prendre cet élément avec le recul nécessaire, parce qu'évidemment, ma contribution a été écrite avant le travail de conceptualisation de Cyril. Et c'est à ce moment-là que je voudrais évoquer l'apport de la conclusion sur ma contribution. Si je prenais vraiment au sérieux le travail accompli par Cyril, il faudrait que je réécrive en réalité une grande partie de mon texte. Non pas parce que ce que j'ai écrit est faux ou en contradiction avec la conclusion, mais tout simplement parce que la digestion de cette conclusion suppose évidemment un toilettage terminologique, mais surtout un travail de reprise au fond,
ne serait-ce qu'au moment où j'ai dressé les diagnostics des postures normatives. Pourquoi ? Parce que je crois que le grand absent dans mon travail, c'est cette analyse des motivations et des moyens. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait décisif. Alors, je ne peux pas ici reprendre toutes les postures et analyser les moyens et les motivations, mais je voudrais insister sur deux éléments qui m'ont marqué et particulièrement interpellé dans la conclusion. Le premier, c'est le caractère social et collectif de la posture. Et le second, c'est l'impact sur la définition que j'avais proposée de la posture. Alors, d'abord, sur la dimension sociale et collective de la posture, je crois que l'un des intérêts du livre, c'est d'attirer l'attention sur l'intérêt de penser et d'observer l'agrégation des postures normatives individuelles. Il y a des postures normatives qui ont évidemment un caractère social, collectif. Alors je voudrais ici revenir sur la posture normative de la doctrine dans mon affaire d'assurance. Les auteurs, dans leur très grande majorité, et ça paraît assez évident de prime abord, ont adopté des postures de préservation de la norme contractuelle, de défense de la norme contractuelle. Mais il y a deux faits inhabituels qui se sont produits. D'abord, premier fait, aux moyens classiques dont disposent les auteurs habituellement, c'est-à-dire de la publication dans des revues scientifiques de référence, se sont ajoutés des écrits dans des revues professionnelles, ce qui est assez inhabituel quand même, donc revues type Argus de l'assurance, Tribune de l'assurance. Et puis aussi des billets sur un média en ligne dédié à la crise. Je parle ici du blog du coronavirus, qui est un blog qui est hébergé par le site internet d'un think tank qui jusque-là vivotait, le Club des juristes, et puis qui depuis a acquis une certaine notoriété. Donc un premier fait, une insistance et une volonté de diffuser la parole doctrinale qui n'existe pas habituellement en dehors de nos propres revues. Et puis, second élément, certains auteurs ont pris la plume avec une véhémence singulière et même avec agressivité. Pour vous donner un exemple, il y a un auteur qui a intitulé son article « Covid-19 et assurance des pertes d'exploitation ». Nouveau petit guide Anne, destiné à combattre l'ignorance de la langue française et la méconnaissance des principes juridiques élémentaires. Tout est dit. J'ai rarement vu un intitulé aussi sévère, aussi agressif dans une revue juridique. Alors ce déploiement de la parole doctrinale en dehors des revues et la virulence des propos, évidemment, on fait penser que certains prenaient la plume non pas en tant que chercheurs, mais en tant qu'avocats. Mais il faut dire que dans aucune tribune, dans aucun texte, il a été mentionné un éventuel conflit d'intérêts ou une implication ou des consultations, etc. En tout cas, ce qui me semble, c'est que la posture normative agrégée de la doctrine a sans doute occulté la diversité des postures individuelles des auteurs. Il y a une convergence, bien sûr, je l'ai souligné au départ, mais cette posture agrégée, et qui a été reconnue comme telle, puisqu'on lit à chaque fois la doctrine pense que, la doctrine a estimé que, etc. Donc il y a bien une agrégation qui s'est opérée, et pourtant il y a une infinie variété de postures, de nuances de postures derrière cette agrégation de la posture. Donc il me semble qu'il y a quelque chose là qu'il faudrait creuser. Alors s'agissant de ma définition, je fais attention au temps parce que je suis désolé. Est-ce que tu as le... D'accord, j'ai été un peu trop bavard, forcément. S'agissant de ma définition, je ne vais pas la reprendre, je vais simplement dire que dans mon approche, il y avait une dimension qui insistait sur l'intentionnalité et sur l'extériorisation. Pourquoi ? Parce que il y avait dans mon esprit, derrière la posture, un positionnement politique ou militant qui s'explique sans doute par le fait que l'exemple sur lequel j'avais essayé de concevoir les postures, c'était celui de la désobéissance civile qui a été évoqué ce matin. Et puis qu'ensuite, bien sûr, la crise sanitaire est venue et que face aux questions qu'elle posait, il y avait cette idée d'engagement derrière la posture normative. Alors,
aujourd'hui, évidemment, à la lecture des différentes contributions, et puis à mesure que le temps est passé et que j'ai digéré les différents travaux des uns et des autres et la conclusion de Cyril, bien sûr, ces éléments-là me semblent moins importants. Et surtout, ce qui manquait dans ma définition, c'est cette dimension d'incarnation de la normativité par le porteur. Pardon, j'ai fait le même lapsus que tout à l'heure, c'est assez marrant, il faudrait quand même creuser la chose. Alors, ce que je voudrais peut-être dire, et c'est en lien avec une question qui a été soulevée ce matin, c'est qu'il me semble que chez chacun d'entre nous, on peut identifier une posture normative fondamentale, un positionnement fondamental, ontologique en quelque sorte par rapport à la norme, qui n'interdit pas des postures ponctuelles en fonction d'une norme, en présence d'une norme particulière. Et s'il y a un lien avec la question de ce matin, c'est à propos du changement. On s'est posé la question, mais quand on change les postures, je crois que ben voilà, si on raisonne sur des postures normatives ponctuelles, la question du changement n'en est pas vraiment une en réalité. C'est juste qu'on adopte une posture à un moment donné par rapport à une situation donnée. En revanche, si on interroge notre posture normative fondamentale, essentielle, là, la question du changement, je pense que c'est une question qui se fait avec le temps, qui s'examine avec le temps, qui est une question progressive. Il n'y a pas de changement radical. Enfin, après, ça peut arriver. Il peut y avoir des événements dans la vie qui font que il y a des changements radicaux, mais je crois qu'il faut distinguer cette posture fondamentale qui nous caractérise et des postures plus instantanées, plus individuelles. Alors, je termine simplement parce que j'ai dépassé. Dans les pistes que j'avais envie de soulever, il y en a deux. La première, je passe très rapidement, c'est la distinction qu'il faudrait peut-être faire entre la norme cible et la norme moyen. Alors, qui est une distinction qu'on a déjà eue en atelier en réalité, mais que je crois qu'on pourrait en réalité reprendre. Hein, c'est cette idée de norme ressource qu'on peut mobiliser. Et la seconde piste que j'avais envie de partager, c'est l'idée qu'au sein de la catégorie des porteurs, il existerait peut-être des porteurs professionnels. Des porteurs professionnels, pourquoi cette idée ? Tout simplement parce que comme j'ai raisonné sur une autorité de contrôle, la CPR, sur des juges, sur de la doctrine aussi, sur des gens qui, par leur profession, ou leur statut, ou leur expertise, font métier de prendre position sur les normes, je me suis demandé si on ne pourrait pas en effet concevoir une catégorie de porteurs professionnels, avec derrière évidemment un régime, et par exemple une question de déontologie du porteur de la posture, la question des conflits d'intérêts, de la transparence, etc. Enfin, voilà une piste qui peut-être n'aboutira à rien, l'avenir le dira, mais en tout cas je vous remercie de votre attention. Un grand merci Mathieu, les porteurs professionnels, ça m'a fait penser à du langage bourdieusien. Je vais donner la parole maintenant à Dominique Hulma, donc, qui est maître de conférence en sciences du langage et qui va intervenir sur la formation qui s'occupe de vous projeter le titre de sa présentation. Dupliquer, c'est mieux. Comme ça, je me réussis sur. J'ai fait l'apprentissage pour la synthèse conclusive. Voilà. Évidemment, mon diaporama ne voulait pas passer, donc le PDF, lui, il va passer. Voilà. Vous n'aurez pas les animations, mais
C'est pas bien grave. Alors, je voulais bien sûr, comme tous mes collègues, commencer par des remerciements chaleureux à Cyril, à Mathieu aussi, mais principalement à Cyril, qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ce travail. Et pour moi, ça a commencé dans l'amphi de l'IRD, lors d'une assemblée générale de la MSH. Et il a présenté le travail qui avait été accompli les années précédentes. Et vraiment, j'ai eu envie de rejoindre cette aventure. Voilà, je ne l'ai pas regretté. Remerciements au CRJP, à Chantal Bay, tous les collègues du projet, et puis aussi la MSH, bien sûr, qui a permis que ce projet voit le jour. Voilà. Alors, je me suis un petit peu amusée. J'ai fait un nuage de mots correspondant à mon chapitre. Et ma présentation ne dérogera pas trop à ce que vous avez déjà pu entendre depuis ce matin. Donc les éléments essentiels de ma contribution, une tentative de mise en perspective avec le concept transdisciplinaire, et puis un élargissement un petit peu provocateur, voilà, que j'assume complètement. Et j'étais très heureuse quand j'ai vu la couverture du livre, parce que j'ai intitulé mon chapitre avec l'idée de spirale, et sur la couverture du livre, on retrouve quelque chose qui m'a fait penser à cette spirale. Voilà. Alors, oui, si j'y arrive. Voilà. Mon intervention, mon chapitre se situe à la frontière et dans la dynamique entre sciences de l'éducation et sciences du langage, puisque je suis double casquette en quelque sorte. Et j'ai commencé par la question de la posture normative en éducation. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est assez bien documenté par des recherches sur la professionnalité enseignante qui se sont multipliées depuis la fin du XXe siècle. Ce sont des recherches inspirées par l'idée d'apprentissage dans et par l'action que l'on peut retrouver chez John Dewey, par exemple, et qui ont mis en avant un certain nombre de concepts qui sont destinés à décrire et analyser l'activité de l'enseignant. J'ai essayé de les mettre ici, en particulier l'activité de l'enseignant lors de l'interaction didactique. Alors, selon les chercheurs, on va parler de savoir d'expérience ou savoir agir, de gestes, de savoir-faire, de conduite, RCS, c'est-à-dire représentation, savoir-croyance, de manière de faire, de style, de modèle, de savoir d'action, de savoir pratique, de stratégie, d'agir professoral, de compétences professionnelles. Évidemment, je n'oublie pas, parce que il y a quand même une forme de déni de cette dimension dans l'espace scolaire, la dimension corporelle de la question de la posture. Les postures de l'enseignant, ce sont des schèmes, Yann en a parlé, ce sont des structures préconstruites, pré-réfléchies, c'était sur la diapo de Yann, que l'enseignant met en œuvre en réponse à une situation donnée. On peut dire que ces postures, ce sont des gestes ou des conduites, des configurations, des outputs qui sont stimulés par des inputs, et des inputs déterminés par la situation didactique, par le contexte didactique, et là, l'affiliation avec Dewey est assez explicite, selon une typologie de réactions qui sont normées. Ce sont donc des postures normatives, des manières qu'adopte l'enseignant pour s'emparer cognitivement et linguistiquement d'une tâche. En fait, pour qu'il y ait posture, et singulièrement posture normative, il faut un contexte, un sujet et une tâche. Et la posture, elle est normative si elle produit un rapport normatif, de sorte que l'intentionnalité, et là je rejoins tout à fait ce que disait Mathieu à l'instant, cette intentionnalité, elle est nécessaire pour que la posture ne soit pas seulement une posture, mais bien une posture normative. Et parmi les référents théoriques, j'en retiens deux, celui de répertoire didactique de Sicurel et le multi-agenda de Buston et Soulet, que Yann a également mobilisé. Et ce multi-agenda nous expose un certain nombre de postures du côté enseignant, mais aussi des postures côté élève qui interagissent et se négocient dans l'interaction didactique. Et c'est là que je me suis appuyée sur deux exemples, deux scénarios de classe
Un qui est totalement fictif, qui est tiré du roman Mathilda de Roald Dahl, qui est un roman pour les enfants, et l'autre qui est enregistré dans une classe au Maroc, une classe de français langue étrangère, qui avait comme support la chanson de Joe Dassin, « Si tu n'existais pas ». Évidemment, c'est une chanson qui est traditionnellement utilisée dans le contexte FLE pour travailler sur le conditionnel. Bien sûr, on ne peut pas trouver mieux pour travailler sur le conditionnel. Bref, alors, ces deux scénarios qui sont extrêmement ritualisés, on en a un en fiction, l'autre réel, ils illustrent tous les deux le rapport de place qui se joue en classe et qui va s'appuyer sur des postures normativisées des acteurs de l'interaction. Vous avez l'enseignant qui occupe généralement une position haute, les apprenants la position basse, et dans les deux cas, un grain de sable s'insère dans le scénario didactique bien huilé, et ce grain de sable vient redistribuer les rôles, vient redistribuer les places. Les deux enseignantes ne réagissent pas du tout de la même façon. Il y en a une qui s'adapte, qui passe du contrôle au lâcher-prise, et l'autre qui ne parvient pas à s'adapter et du coup qui perd la face. Et ce sont les élèves qui prennent le pouvoir dans cette situation de classe. C'est tout ce qui fait la différence entre le réel et la fiction. Alors, moi, je me suis posé la question des attentes du formateur, en l'occurrence de moi, la formatrice, face à ces réactions des enseignantes. En formation d'enseignants, il y a une imbrication des niveaux, une sorte de mise en abîme, et la multiplication de filtres interprétatifs et normatifs subjectifs peut avoir tendance à figer des attentes et des représentations dans les situations didactiques. Le formateur va se poser en vecteur de normes, lui aussi, c'est-à-dire qu'on a une sorte de millefeuille de normes, un vecteur de normes qui reçoit, qui transmet la norme. La formation des enseignants, autrefois, peut-être demain, j'y reviendrai, était confiée aux écoles normales. Et école normale, dans cette expression, l'adjectif normal était entendu comme une référence à la norme, puisque ces institutions de formation avaient dès l'origine et foncièrement pour mission la transmission d'une norme d'enseignement, une norme pédagogique et didactique, analysable comme volonté de normalisation d'un modèle, un modèle même sédimenté, cette fameuse figure fantasmée du hussard noir de la République, qui est d'ailleurs une construction a posteriori. Un modèle prédominant sur la réalité constatée des usages. Alors, que la visée de transmission normative des écoles normales a été remplacée par la prévalence d'un modèle, aujourd'hui c'est le modèle réflexif, comme nouvel allant de soi, qui va demander aux enseignants d'adapter leurs choix posturaux en contexte. Finalement, est-ce que ce n'est pas le remplacement d'une norme par une autre? C'est la renormativisation, à laquelle tu fais référence, Yann, que tu appelles posture normatrice, qui correspond à un processus dynamique de négociation contextualisée. En fait, aussitôt qu'un cadre normatif est discuté ou transformé, un autre tente de prendre sa place comme si la nature enseignante avait horreur du vide normatif. Et l'opinion publique, pour ce qui est de la dimension science du langage maintenant, je passe à la deuxième partie de ma contribution, l'opinion publique, généralement, elle est tout à fait insensible à l'idée qu'on puisse s'intéresser à la langue pour autre chose que pour statuer sur ce qu'il faut dire ou il faut écrire, véhiculant ainsi l'idée qu'en matière linguistique, il y aurait une norme. Donc une posture qu'il sied d'adopter au regard de cette norme, pour peu qu'on veuille avoir une part du fromage, comme dans la fable. Une crispation sur la norme prescriptive, là aussi norme fantasmée, pour ça que j'indique la norme n'existe pas, c'est pas norme qui n'existe pas, c'est là. Cette crispation normative peut susciter de l'inquiétude chez les linguistes quand elle va s'accompagner d'une instrumentalisation politique aux conséquences sociales, et j'y reviendrai là aussi. Le tournant entre une école dont la posture était d'être dépositaire et transmettrice de la norme et la prise en compte des usages langagés en contexte social s'opère dans les années 70. On prend conscience qu'au sein même de l'environnement scolaire, pourtant très normativisant, coexiste une pluralité de normes, langagères et linguistiques, au sein desquelles certains élèves sont tout à fait désarmés. La norme est
constituer, je cite Jean-Pierre Soto, qui m'a beaucoup aidé, dont la lecture m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce chapitre. La norme, dit-il, est constituée d'usages et de systèmes. Le système est le noyau dur. Les usages des pratiques périphériques, obligatoires ou non. Certains usages sont donc exclus et par ailleurs, la norme déborde du simple système. En effet, la structure est inclusive, la norme englobe le système et l'usage englobe la norme. Il y a posture normative à partir du moment où le sujet s'est positionné par rapport à la norme linguistique en l'occurrence. Autant en matière de langue, autant en matière d'interaction pédagogique, il y a variation de posture, autant en matière de langue, il y a variation de normes. Chacune de ces variantes est descriptible et constitue peu ou prou une norme à partir de laquelle peuvent se développer des postures normatives qui, elles aussi, sont variées par la variation de la norme et non plus par la variation de la posture. Là aussi, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple dans l'espace et le temps. Parce que la langue que nous parlons, qui repose sur des patterns, oriente et façonne notre manière de penser le monde, y compris dans ce que nous pensons être des concepts universels tels que l'espace et le temps. Mis à part le fait que nous savons bien que l'espace et le temps des physiciens n'est pas l'espace et le temps des linguistes, le système d'orientation d'aborigènes d'Australie, les Tuk Thayor, utilise non pas gauche-droite devant-derrière, mais les points cardinaux. Cet habitus va développer chez eux une habileté tout à fait remarquable à s'orienter dans l'espace, même en intérieur, à toujours savoir où ils se trouvent, et où se trouvent les points cardinaux par rapport à eux. Alors, ça les oblige aussi à savoir où ils vont pour être capables de répondre à la question « Où vas-tu ?» Mais quant au temps, lui aussi semble être soumis à des représentations spatiales, en particulier dans le contexte scolaire. On a tous vu la représentation sous forme d'une flèche de gauche à droite pour indiquer le déroulement du temps, qui repose sur... Cette représentation linéaire repose sur des présupposés qui sont rarement explicités et qui sont potentiellement générateurs de malentendus, parce que ça dépend du système d'écriture. Ça dépend ensuite du degré d'alphabétisation des personnes à qui on présente ça, et du degré de symbolisation du temps par de l'espace en deux dimensions. C'est pas évident, ce passage cognitif. Cette faculté des Tuk Thayor, ces aborigènes d'Australie, de toujours s'orienter et de se situer selon les points cardinaux, en fait, elle s'étend aussi au temps. Parce que si on nous demande, par exemple, de ranger par ordre chronologique des images séquentielles, une personne à plusieurs âges de sa vie ou une pomme en train d'être mangée, eh bien, nous risquons de les ordonner de la gauche vers la droite. Ce n'est pas du tout ainsi que procèdent ces aborigènes. Selon le point cardinal auquel ils font face, ils vont les orienter de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche, ou bien de vers eux à partir d'eux, ou bien en venant vers eux. Les attentes scolaires peuvent être tout à fait distinctes des pratiques sociales, elles peuvent les nier, elles peuvent les ignorer, et la variation, c'est vraiment une donnée fondamentale qui permet de questionner celle de normes et de postures normatives en matière langagière. Travailler la variation langagière permet d'objectiver un certain nombre de déplacements énonciatifs. En d'autres termes, la normalisation de positionnement énonciatif objectivé, ça permet d'opter délibérément pour la posture langagière qui est adaptée au contexte, procédant ainsi de la normalisation des postures, et cette fois-ci des postures au pluriel. En sciences du langage, en fait, chacun est auteur de la norme, par le biais de variations consubstantielles à la norme, dont la compréhension contribue à cerner quelles sont les formes privilégiées dans chaque situation, dans chaque contexte, le cadre scolaire étant lui-même vecteur, comme nous l'a dit Yann, d'une hiérarchisation des normes et de leur variété, et puis de postures qu'il convient ou non d'adopter face à ces variantes. Les représentations, les croyances et les savoirs des enseignants concernant la langue sont en quelque sorte encapsulés
dans leur pratique de la langue même, ce qui constitue un ancrage bien plus profond que ces représentations, croyances et savoirs pédagogiques qui sont liés au contexte éducatif, curriculaire ou bien même disciplinaire. C'est un feuilletage normatif qui est composé de conceptions identitaires, revendiquées, et de conceptions implicites qui peuvent être antinomiques entre elles. De sorte que, si on veut distinguer les représentations, les savoirs et les croyances qui oscillent entre appropriation singulière et construction collective, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça fait corps et c'est constitutif de la professionnalité enseignante. Et ces taxonomies, elles tendent à illustrer une forme de normalisation des comportements des acteurs de cette interaction didactique, c'est-à-dire une typologie de posture normative, car que ce soit en sciences de l'éducation ou en sciences du langage, il ne convient plus de parler de posture normative au singulier, mais de posturos normativus, ou bien ce que j'ai appelé une posture plurinormative. La posture normative et pédagogique de l'enseignant doit gérer la transparence, nous dit également Jean-Pierre Soto. L'enseignant doit être au clair sur ses postures normatives, il doit les objectiver, anticiper sur celles qu'il attend des élèves, tout en étant capable de s'adapter à l'inattendu et inclure la dimension sociolinguistique dans la scénarisation didactique. C'est ce que Francine Sicurel appelle la planification, déplanification, topicalisation, détopicalisation. C'est-à-dire qu'il doit être capable de passer de la norme, on pourrait mettre des majuscules, aux normes au pluriel. Et d'une posture qui pouvait sembler univoque, dans une perception idéalisée et un peu fantasmée de l'école, à une circulation dynamique, et c'est vraiment un terme qui a été employé depuis ce matin, entre des configurations posturales en constant ajustement, et cet ajustement, il se produit dans le vif de la classe. C'est ce qui fait métier aujourd'hui, et qui peut en soi constituer une sorte de métaposture normative pour le praticien réflexif, où la réflexivité et les savoirs d'action entrent en synergie. Alors vous allez vous dire, ouais, et le concept transdisciplinaire dans tout ça, il est peut-être temps de commencer un peu la mise en perspective. Eh bien, je n'ai pas repris les mêmes schémas, j'ai repris d'autres schémas. Parce que j'ai trouvé énormément de points de convergence dans ces schémas-là, très forts avec le modèle synthétisé par Cyril. Et en fait, je me reconnais dans tous les porteurs, là. Dans les objets, pas tout à fait tous, mais quand même dispositifs, systèmes normatifs, narratifs normatifs et politiques, dans les moyens normatifs aussi. Pour ce qui est des ressorts, je vais retenir un jeu de stratégie et puis bien sûr le côté réflexif évidemment dans cette configuration-là. Et pour ce qui est de la nature de la posture normative, oui, bien sûr, un comportement singulier, mais selon des patterns et une taxinomie, et puis une régularité comportementale, oui, en mouvement et en ajustement permanent, c'est-à-dire que, vous voyez, je ne suis pas du tout dans une attitude fixiste, puisque, en fait, ça se négocie tout le temps, dans le réel de la classe. Et, voilà, j'ai sélectionné un certain nombre de mots-clés que je retiens et qui nourrissent ma propre définition à partir de la définition posée par Cyril. Et on en a parlé ce matin, Florent en a parlé tout à l'heure. Je voulais compléter par la question de l'incarnation. C'est-à-dire réactiver, parce que c'est vraiment dans cette définition, dans cette conclusion, moi, ce qui me semble le plus parlant, c'est la question de l'incarnation. Ça réactive cette dimension corporelle, matérielle, humaine de la posture normative. La classe, c'est un ring qui met en coprésence des corps par lesquels s'incarne un jeu de posture, un jeu de place, un jeu de face, un jeu de rapports de pouvoir qui vont être outillés par la langue moyen d'enseignement, dans certains contextes, objet d'enseignement, et par-delà ces usages sociaux, interrelationnels, et les enjeux afférents à ces usages. Et sans incarnation de la norme, éducative ou linguistique, il n'y a pas de norme et il n'y a pas de posture, à mon sens.
Et je voulais terminer, et là je rejoins ce que Pierre disait ce matin du dépassement, je voulais terminer par un élargissement du cadre, évoquer pour finir ce que m'inspire l'époque et les ambitions du pouvoir normateur élargi. Donc dépassons un petit peu du cadre et de la définition du concept posé par Cyril. Je vais terminer là-dessus. Si je passe au niveau macro, j'observe actuellement dans au moins 2 sphères éducatives, la France et le Québec, un double mouvement qui révèle des postures antagonistes au regard de la norme. D'un côté, du côté du décideur public, il y a la tentation d'une normalisation qui s'apparente à l'imposition d'une norme vers des enseignants exécutants en rupture avec le modèle formatif à l'œuvre depuis une trentaine d'années, en rupture également avec l'autonomie des universités, par une reprise de contrôle du ministère aux dépens des universités. Et de l'autre, il y a la perception de ce projet politique comme relevant d'une normalisation vécue comme une caporalisation qui accompagne un discours de discrédit et de déclassification sociale du corps enseignant qui, bien que porteur de forte sédimentation des pratiques, opère des déplacements dans la posture et la référence normative. Moyennant quoi, je pose un certain nombre de questions. Quelle conception des savoirs des enseignants cela traduit-il ? Quelle conception de la formation, de l'école au XXIe siècle, et je dis bien au XXIe siècle et pas du XXIe siècle, quelle conception de l'enseignant quand l'hyper-régulation des pratiques reporte toute la responsabilité de la réussite scolaire sur les épaules des praticiens de terrain? Parce que si ça rate, c'est quand même leur faute individuelle, ce n'est pas un problème lié au système, bien sûr. Quelle place pour les recherches en éducation quand le législateur alimente le dogme de la donnée probante, instrumentalise la quantification comme outil de contrôle politique pour surveiller, standardiser et normaliser. Les recherches qualitatives, dont fait partie notre entreprise collective et interdisciplinaire, permettent de mieux comprendre l'expérience vécue et appréhender des phénomènes et concepts complexes en échappant au biais du positivisme. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci aux 4 orateurs. Donc je vais dire quelque chose que notre rapporteur de synthèse n'osera peut-être pas dire, mais en tout cas, bravo à l'école d'Orléans, qui est bien présente. Et finalement, ce livre, je me suis dit, c'est quand même la suite d'une famille assez nombreuse. Je ne sais pas si c'est toujours la norme, la famille nombreuse, mais en tout cas, en matière d'ouvrage à Orléans, vous avez une posture assez dynamique. Je ne sais pas si on a le temps de discuter. Oui ? Donc, on reportera le débat à la fin. Donc, on enchaîne tout de suite. Pas de pause ? Allez, il faut rester bien en forme.